Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Dina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est l'heure de la balade matinale. C'est le tout premier numéro de cette semaine. Nous sommes au lundi 16 juin 2025 et c'est un réel plaisir de vous retrouver. Nous partons du bon pied comme toujours avec la pensée positive. Le succès n'est pas final, l'échec non plus n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte parce que je me dis certainement arrivé à ce moment de l'année, on passe par plusieurs difficultés. L'essentiel est de garder une bonne dynamique, savoir retrousser ses manches et retrouver l'inspiration avec laquelle on a démarré l'année. Allez, bienvenue à toutes et à tous. Moi, c'est Joanita Blavottry. Je suis accompagnée ce matin d'Edwige Digbody à Pédo New Look. Bonjour, Miss. Bonjour, Joanita. Bonjour aux auditeurs de Radio Dina. Quoi, qu'est-ce qui fait rigoler? C'est New Look, n'est-ce pas? Ouais, c'est juste un petit changement. Ah, voilà, en tout cas, ça te va. Merci. Également sur ce plateau de la balade matinale, Miss Délivrance. Bonjour. Bonjour Joanita, bonjour à nos auditeurs. Ça va? Oui, ça va. Ça démarre bien la semaine? Oui, super bien. Le week-end, comment ça a été? Ça a été bien. On s'est un peu reposé, on a un peu chillé, ça va. Ouais, ça fait du bien parfois de, Oui. de se reposer et de retrouver toute son énergie. Et nous, on vous installe confortablement dans la balade matinale avec Aira Star. Only Love, All the Love avec Aira Star à l'instant pour vous accueillir dans la balade matinale. C'est parti de bon pied, comme toujours dans la balade matinale. Et nous, on va vous parler de choses intéressantes, à commencer par la journée de l'enfant africain célébrée chaque 16 juin, la journée de l'enfant africain. On en parle dans un instant dans cette émission. Le thème choisi, retenu cette année, c'est la planification et la budgétisation des droits de l'enfant. Les progrès depuis 2010. Notre thème tournera autour, mais nous allons parler d'une maladie qui touche environ 10% des femmes. Il s'agit de l'endométriose. Mais qu'est-ce que l'endométriose exactement, Délivrance? L'endométriose, c'est une maladie gynécologique chronique dans laquelle le tissu qui tapisse normalement l'utérus, appelé l'endomètre, se développe en dehors de celui-ci. Cette condition peut entraîner divers symptômes douloureux affectant la qualité de vie de la personne ainsi que des problèmes de fertilité. Chez les femmes atteintes d'infertilité, presque le tiers d'entre elles souffrent d'endométriose. Voici les principaux symptômes de ce mal. Premier symptôme, les douleurs au niveau du bas-ventre, parfois plus perceptibles lors des règles ou des rapports sexuels. La maladie peut également s'accompagner de douleurs lombaires, de saignements menstruels abondants, de douleurs abdominales, de nausées, de diarrhée et même de dépression. Autres symptômes, il peut y avoir apparition de brûlures urinaires, de kystes ovariens, d'inflammation et de troubles digestifs, en plus de la fatigue chronique, de sensations de malaise général ainsi que de fluctuations de l'humeur. Il faut savoir que les symptômes varient en intensité d'une femme à l'autre et il est tout à fait possible que certaines femmes n'aient aucun symptôme. C'est dire si l'endométriose est une maladie redoutable. Alors, si vous avez un ou plusieurs de ces symptômes, allez consulter un gynécologue qui déterminera si oui ou non vous êtes atteinte d'endométriose. C'était la Minute Santé du jour. Et quoi qu'il puisse arriver, chers amis baladeurs, souvenez-vous de ceci. Un proverbe chinois dit que sourire 3 fois par jour rend inutile tout médicament. Voilà qui est dit, sourire 3 fois par jour et même plus, pourquoi pas, ça vous soulagera certainement. Mais parlons d'endométriose. Merci Délivrance pour ta chronique. Je pense que la douleur varie d'une femme ou d'une fille à une autre. Oui. Il y en a qui ne présenteront pas forcément ces symptômes dont tu as parlé tout à l'heure, mais ça se manifestera de différentes façons. L'essentiel, comme elle a dit, c'est de se rendre chez un gynécologue. Parfois on se dit c'est cher de se rendre chez un gynécologue. Mais pour toute une vie que vous allez passer à souffrir, à avoir mal, un rendez-vous chez un gynécologue à 5 ou 7 000 francs qui va vous soulager pour toute votre vie, je pense que ça vaut le coup, n'est-ce pas, Edwige? Oui, tout à fait, ça vaut le coup. Et puis,
Aujourd'hui, lorsque vous êtes une femme et puis vous avez certaines douleurs, surtout lors des menstruations, vous n'avez pas besoin d'attendre. Ce n'est pas normal d'avoir des douleurs lorsqu'on fait ses règles. Le mieux, c'est d'avoir une certitude en consultant son gynécologue. Quel que soit le montant, votre santé sexuelle en dépend, votre santé en tant que femme également en dépend. On a parlé tout à l'heure de l'infertilité. Et lorsque vous traînez beaucoup avec ces douleurs, l'endométriose crée d'autres dommages dans votre organisme. Parfois même les organes se collent et tout, donc il faut faire très attention. Et lorsque vous sentez juste des douleurs qui ne sont pas appropriées, le mieux c'est d'aller voir le gynécologue. J'ai connu des femmes qui ont abandonné leur vie sexuelle à cause de ces douleurs, parce que d'abord la douleur s'étend sur toute leur vie, tout le cycle menstruel, et donc dès qu'un homme les approche, elles ont peur en fait de soumettre ce mal à l'homme et lui dire j'ai du mal à avoir des rapports sexuels, ou encore ci ou encore ça, alors qu'elles peuvent juste se diriger vers un gynécologue et trouver solution. Normalement, il y a certaines, par exemple, lorsqu'elles ont des douleurs lors des rapports sexuels, il y a des médicaments, parce qu'on sait que tu as cette maladie. Donc il y a un suivi qui se fait, il y a des produits que tu prends, il y a des ovules qu'on prescrit également que tu utilises avant même le rapport sexuel, ce qui fait que cela va atténuer la douleur, parce que vous êtes une femme mariée, à un moment donné, vous ne pouvez pas vous comment on dit, vous ne pouvez pas voilà. Donc je connais une dame, elle est d'ailleurs venue sur ce plateau de la balade matinale très 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 souffrante de l'endométriose. Quand je dis très, c'est que ces douleurs c'est H24 en fait. Voilà, mais elle a eu 2 ou 3 enfants, si je me rappelle elle bien. a une organisation même qui fait des sensibilisations. Elle fait des sensibilisations sur l'endométriose. Quand elle vient en émission, vous voyez qu'elle souffre, mais elle essaie quand même de sourire, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour se dire que la vie vaut quand même le coup d'être vécue. Et à toutes ces femmes, nous vous disons courage, bravoure. C'est pas évident, on sait, mais courage quand même à vous. Allez, nous refermons cette page, cette minute santé, et on se consacre à l'enfant africain célébré en ce 16 juin. Comme je le disais, le thème retenu cette année, c'est planification et budgétisation des droits de l'enfant. Progrès depuis 2010, mais nous, particulièrement, on va parler de la voix des enfants dans la société togolaise. Est-ce que cette voix porte? Est-ce que ces enfants sont écoutés? Est-ce que ces enfants sont consultés ou ignorés? C'est le thème de la balade matinale. On en parle avec Edwige Apédo et Délivrantier. Edwige, aujourd'hui, quand on parle d'enfants d'ordre général au Togo, est-ce que la voix de ces enfants porte? Pour l'instant, non. Si on veut parler d'une manière générale, pour l'instant, non. Vous avez parlé du terme de la journée de l'enfant africain de cette année qui parle de la budgétisation. La budgétisation, c'est de demander à chaque institution de dédier des lignes qui concerne la prise en charge et la protection des enfants. Ça, par exemple, quand vous prenez les mairies, au niveau des mairies, on doit avoir des lignes protection des enfants. Ce n'est pas seulement des lignes droits de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez au niveau des mairies, on parle du fait qu'il y a une ligne qui concerne la santé, l'éducation, où on va construire des établissements. Mais il y a la ligne protection qui manque dans certaines institutions. Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui est violé, un enfant qui est maltraité, un enfant qui n'a pas accès à l'école. Voilà, qui n'a pas accès à l'école, ou bien un enfant qui a suivi des atrocités, qu'on amène vers, tu te dis, il y a une mairie, une municipalité juste dans ma commune, j'amène l'enfant vers la municipalité pour une prise en charge. La commune n'a pas ces moyens-là pour pouvoir prendre en charge cet enfant. Vous voyez, donc c'est pourquoi l'appel est lancé au gouvernement de dédier des lignes spécifiques à la protection des enfants pour pouvoir les aider. Vous voyez, dans les rues, quand je dis la voix des enfants n'est pas écoutée, on a des milliers d'enfants aujourd'hui dans les rues du Togo. Les enfants en situation de rue, c'est un phénomène qui n'est pas bizarrement, vraiment... ça croît au jour le jour. Je pense bien, c'était en 2015 comme ça qu'il y a une étude qui a été réalisée par l'UNICEF où on était à 5 000 enfants. Aujourd'hui, on est à plus de 10 000 enfants en situation de rue. Oui, doublé. Et puis l'autre problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les enfants deviennent des adultes dans la rue et font des enfants avec d'autres femmes de rue. C'est-à-dire, ça fait que le cycle continue. Donc, il faut réellement c'est déplorable, des actions concrètes.
Mais non, la voix des enfants, quand on dit voix des enfants, est-ce que lorsqu'on va à l'Assemblée nationale pour adopter les tests, à un moment donné, on se dit, il faut qu'on écoute la vie des enfants. Est-ce qu'on pense à eux-mêmes? Pour qu'ils nous disent ce dont leurs besoins réels. Pour nous, on va dire, bon, en tant qu'adulte, le besoin réel de l'enfant, c'est la réinsertion, par exemple. La réinsertion d'un enfant qui est en situation de rue, vous dites, vous le ramenez dans sa famille pour qu'il ait une famille. Est-ce que le besoin réel de cet enfant, c'est de le ramener en famille? Dans sa famille. Il faut d'abord lui poser la question. Il faut d'abord lui poser la question. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans nos propres familles, est-ce que la voix de nos enfants, on écoute cette voix-là? D'ailleurs, même, c'est écouter, exécuter. C'est-à-dire, c'est ça. Mais en fait, est-ce que c'est la faute également aux adultes? C'est une transmission qui a été faite depuis la nuit des temps et qui se poursuit naturellement sans qu'on s'en rende malheureusement. compte. Mais c'est ce qui fait que aujourd'hui, ton propre enfant est victime de violence ou de viol, mais il ne te dira pas. Il ne te dira pas. Parce qu'il n'y a pas cette discussion-là, il n'y a pas cette écoute. L'enfant qui vient vers toi pour te dire quelque chose, tu le grondes. Non, je n'ai pas le temps. Tu le chauffes. Tu dis non, passe à côté. Déjà, ces réactions, ou peut-être tu fais quelque chose, l'enfant vient, maman ou papa, c'est qu'il veut te dire quelque chose. Ta réaction, la réaction qu'il a reçue, mais imaginez cet enfant qui a été violé. Vous pensez que cet enfant va revenir vers vous pour vous dire. Il y a des enfants même qui ont essayé. C'est-à-dire qui ont essayé. Ils ont parlé de cela. Maman, papa est venu coucher avec moi, expliquer comment il a touché. Les enfants expliquent, en fait. Et la maman n'est pas réceptive. Maman, elle a frappé. Elle frappe l'enfant parce que l'enfant est en train de mentir. Pour la maman, c'est que c'est un mensonge que l'enfant est en train de créer. Et donc, ça fait que cet enfant se referme. Et demain, on a autre chose. Plusieurs enfants que vous retrouvez dans la rue, ce sont des enfants qui ont été victimes des atrocités dans leur famille. Alors, Délivrance, quels sont les obstacles culturels, sociaux ou institutionnels qui empêchent aujourd'hui la parole des enfants d'être entendus, selon toi? Dans le social, je pense que c'est surtout, comme tu l'as dit, une transmission. Il y a cette culture chez nous, en Afrique, où l'enfant n'a pas le droit de parler. J'ai lu le code pénal de l'enfant hier et il y a un article qui dit que tout enfant doit être consulté sur tout ce qui touche à son éducation, au choix de vie. Ça m'a fait rire parce que combien de personnes chez nous vont demander à, disons, un enfant de 14 ans, demander réellement son avis sur un sujet qui le concerne. Ça ne fait pas partir de nos mœurs. Il n'y en a pas. En tout cas, moi, je le fais. Oui, mais c'est pas pour dire que je suis juste droite, mais je le fais quand même, voilà. Tu es progressiste. Et ça fait que les enfants sont étouffés. Les enfants sont vraiment étouffés, ils ont peur de parler. C'est pour ça que beaucoup d'enfants, ils ont hâte de grandir pour pouvoir prendre leurs propres décisions. Alors que l'enfant, c'est la plus belle vie, en fait. Oui, quand on leur dit, ils ne sont pas d'accord. Mais il faut passer par là. Et à chaque fois, les enfants sont étouffés. Comme Madame Apidou vient de le dire, une fille qui a été violée ne peut pas en parler. Parfois, ce n'est pas juste que la maman pense que c'est un mensonge. Au fond d'elle, elle sait très bien que c'est la vérité, mais elle sait que le fait d'accepter cette vérité va créer un problème au sein de son foyer. Et donc, elle laisse l'enfant souffrir. Voilà. On va lui dire, ce sont des choses qui arrivent, ça va passer. Et puis c'est certaines, c'est de l'ignorance. D'autres, c'est de l'ignorance parce qu'elle est tellement ancrée dans sa relation que quand ton enfant vient te dire que papa me touche, elle se dit que c'est pas possible que une personne adulte touche un enfant. Donc l'enfant peut-être n'a pas compris les attouchements de papa. Est-ce que c'est l'ignorance en fait? Parce qu'elle se dit peut-être que c'est son enfant. Et l'enfant vient dire papa t'a touché, peut-être que papa veut te nettoyer. Donc elles sont dans cette bulle-là, en oubliant qu'il y a des hommes qui sont terribles. Qui sont surtout pervers dans leur les tête. familles recomposées. C'est des familles où si tu n'es pas regardant, tes enfants vivent des choses que tu ne peux pas comprendre. Parce que pour les familles recomposées, la maman se dit elle veut rester. Parce qu'elle a connu des situations dans sa vie de couple. Surtout la femme qui est critiquée lorsqu'elle va de foyer en foyer. Donc elle veut garder son foyer. Elle a trouvé un foyer où elle veut garder. Maintenant, les enfants qu'elle a ramenés, qui sont victimes de violences,
Elle se dit que c'est Elle pas se tait possible. Elle là-dessus. ferme les yeux un peu. C'est un peu ça. C'est de l'ignorance, en fait. Ah, mais c'est vraiment dommage que ces enfants subissent ça. Je pense que la voix des enfants peut porter aujourd'hui si nous leur donnons un créneau, parce que ces enfants sont bouillonnants d'idées, ont tellement de choses à proposer. Les enfants connaissent-ils réellement leurs droits? Est-ce qu'on leur inculque à l'école en matière de droits? Est-ce qu'ils savent que voilà, tel, ce sont mes droits, tel, ce sont... Est-ce qu'ils ont compris ça, Edwige? Je pense que pour les enfants, est-ce qu'ils ont compris? C'est ce qui est enseigné à l'école qui est cerné par les enfants. C'est-à-dire, on te dit, j'ai droit... Quand tu demandes à l'enfant aujourd'hui, à vos enfants, quels sont les droits que tu connais? Quels sont tes droits? Il va citer des choses. J'ai droit à l'éducation, j'ai droit à la santé, j'ai droit à l'habillement et à l'alimentation. Et quand tu lui demandes qu'est-ce que tu mets dans habillement, alimentation, tu dis, ce qu'on lui a dit, c'est tout ce qu'il connaît. Donc, et imaginez pour ces enfants qui ne sont pas scolarisés, surtout les enfants qui sont en milieu rural, il n'y a pas cette question de droit. Non. Il n'y a pas cette question de droit. Toi, tu es un enfant, on fait ce qu'on veut de toi. Et donc, la prise de parole et l'enseignement du droit et des devoirs en même temps. Parce que moi, je suis une personne qui dit oui, du moment où on est en train d'apprendre le droit à l'enfant, il faut apprendre aussi les devoirs à cet enfant-là pour qu'il sache que tu as des responsabilités. Au-delà du fait que moi, en tant qu'adulte ou gouvernant, j'ai des responsabilités envers toi et ce sont tes droits. Toi aussi, tu as des responsabilités envers ma personne et donc, ou bien envers l'institution. Donc, mais aujourd'hui, d'une manière générale, il y a un travail qui se fait au niveau des organisations de la société civile, au niveau même des institutions étatiques. Mais ce travail doit être renforcé parce que les enfants, il faut vraiment déposer, redéfinir, comment dire, ce qu'on dit, le concept de droit de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ne comprennent pas cela. Avec l'évolution, ce qui se passe en Occident ne doit pas être adapté à ce qui se passe en Afrique. On a des réalités en Afrique qui font que ce que l'enfant qui vit en Occident fera à ses parents, la réaction que cet enfant aura lorsque ses droits sont violés, c'est pas la même réaction que l'enfant qui vit sur le continent africain aura, parce qu'on a des réalités africaines. Donc il faut réadapter cette éducation-là des enfants africains par rapport à leurs droits, pour que les enfants comprennent réellement ces droits d'abord, comprennent comment se défendre, comment utiliser ces droits qu'ils ont pour pouvoir entrer dans leur, comment on dit, je ne vais pas faire de tautologie, voilà. Donc, mais quand même, si on ne réadapte pas cette éducation, on aura des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parents qui restent braqués dès qu'on parle de droits de l'enfant. Parce qu'ils se disent, c'est vous qui aviez amené le fait qu'on ne doit pas frapper les enfants. Mais la question de bâton est arrivée parce qu'il y a eu assez d'atrocités dans les établissements scolaires. Oui, nous, on a été éduqués à l'école avec le bâton. Et donc, ça a marché. Ça a marché, mais sauf qu'il y a certains enfants parmi nous qui ont gardé des séquelles. Des séquelles qui ont eu des traumatismes. Qui ont eu des bras même tordus. Moi, par exemple, au niveau de mon cou, moi, je garde des séquelles. Ici, quand vous regardez au niveau de mon dos, le bas du cou, là, il y a un petit... Comment c'est des bosses qu'on dit, là? C'est comme... C'est un enseignant qui a fait ça? C'est une maîtresse. C'est une maîtresse au C1 qui m'a frappée. Parce que je n'avais pas apporté mon cahier mon cahier, en fait. Et ça, quand vous voyez ça, vous vous rendez compte que c'est en fait ces exemples-là qui ont amené les gouvernants à dire plus de bâtons à l'école. Parfois même, vous voyez des punitions qui excèdent en fait sur le genou avec des briques. Mais l'enfant, est-ce que ses os sont déjà aptes à porter ces briques-là? C'est pas possible. Mais il y a des punitions que vous pouvez donner aux enfants. Moi, j'ai fait chez les sœurs, ça c'est le couple, mais là où j'ai eu ça, c'était public. Là où j'ai eu mes bastonnades, c'était public. Mais quand j'étais au collège, j'ai fait chez les sœurs, il y avait des punitions alternatives où tu es obligé, à un moment donné, tu n'as même plus envie de faire des gaffes pour qu'on te punisse. Vous voyez?
Même, il y a eu au lycée, on nous demandait même de marcher, mais c'est comme vous faites du sport, quoi. Oui, à crabe, voilà. Jusqu'à une distance donnée. Tu es sûr que quand tu finis de faire ça, là, c'est pour aller dormir en même temps. Non, tes banditismes là que tu avais là, est-ce qu'on a besoin encore de bâton? Ça venir. Quand le surveillant te dit va marcher là, crabe là, tu fais ça. La distance là, tu finis, tu reviens. Regarde comment quand on dit de faire le sport, tu refuses. Mais ça là, quand tu reviens, tu es sûr que tu vas répéter ce que tu as fait. C'est-à-dire ça dépasse déjà le bâton. Donc il y a des punitions alternatives il faut mettre en place. Aujourd'hui même, il y a des punitions instructives. Oui, mais il y a des enfants qui sont tellement têtus. Donc c'est chaque enfant, chaque profil d'enfant, tu dois adapter la punition à ce profil d'enfant-là. Mais il y a des enfants qui sont têtus, mais ce n'est pas le bâton qui va rendre cet enfant-là tendre, en fait. J'ai envie de donner l'exemple de la Finlande, qui a un système éducatif assez réputé meilleur. Enfin, le système d'éducation finlandais est le premier, on va dire, sur le plan mondial aujourd'hui, où les enfants, quand même, enfin, quel que soit l'enfant, ils ont toutes les chances, dès qu'ils rentrent à l'école à partir de 7 ans jusqu'à 6 ans, c'est le préscolaire, on s'amuse, on va à l'école, mais c'est pas vraiment grand-chose. On permet à l'enfant de découvrir tout ce qu'il y a comme éducation. Et à partir des 7 ans même, l'école, on y va. S'il faut 8 heures de cours, on fait 6 heures. Et les 2 heures restantes, c'est pour s'amuser. Oui. Découvrir la culture, faire plein d'autres choses en fait qui permettent à l'enfant de pouvoir bien s'amuser dans son enfance avant de rentrer dans l'âge adulte. Je pense que c'est un exemple à suivre, c'est pour ça que je le donne. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des espaces délivrance où les enfants peuvent quand même s'exprimer librement, être écoutés et donner leur avis? Des espaces... Pas tellement, parce qu'il y a des associations et des ONG qui se spécialisent dans le droit des enfants. Ils essaient de créer un endroit safe, sûr, pour que les enfants puissent parler de ce qui les préoccupe, des choses qu'ils ne peuvent pas forcément faire au sein de la cellule familiale. Mais de mon point de vue, leur action ne porte pas assez. Ils font ce qu'ils peuvent, mais je me dis qu'il manque de moyens, il manque de support de la part peut-être de l'État, des structures en place, une voie qui leur permette réellement de remplir leur mission. Donc c'est vraiment compliqué d'avoir des enfants qui s'expriment librement. Et comme Madame l'a dit, dans nos sociétés, c'est pas une chose qu'on fait naturellement. Et malheureusement, on inculque ça aussi à l'enfant. De la même façon qu'on dit à la femme, sois belle et tais-toi, de cette même façon, on dit à l'enfant, tu es un enfant, tu obéis, point. Tu te tais. Il n'y a plus rien à faire d'autre que ça. Tu obéis et l'enfant inculque à ces jeunes le fait que son rôle se limite à obéir. Quand on lui dit bouge, tu bouges. Tu te tais, tu te tais. Et c'est vraiment dommage. Parce que par rapport à ce que Madame Edwige disait sur le fait d'adapter les réalités des Occidentaux chez nous, vous voyez par exemple, dans le Code de l'enfant, il y a un article qui spécifie qu'on doit respecter la vie privée de l'enfant. Imaginez ce qu'un enfant peut faire de cela en transposant cela dans nos réalités. Par exemple, chez le blanc, on voit beaucoup de choses sur les réseaux où un parent rentre dans la chambre de son enfant de 14 ans, un enfant lui dit « Papa, dehors, tu n'as pas frappé avant d'entrer. » Maintenant, si un enfant de 14 ans veut faire ça ici, je n'ose même pas imaginer la réaction de ses parents. Donc, il faut réellement réadapter ça à notre réalité ici, en fait. Ce n'est pas une question de perdre nos cultures. Les gens vont dire, vous donnez trop de liberté aux enfants. Mais les enfants, ce sont des humains. Ce sont des êtres humains. Ils sont petits, ils sont nous en plus petits. Mais ils ont des droits. Ils ont une volonté. Ils peuvent dire des choses constructives. Donc, il faut savoir aussi respecter ces droits-là et il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre quels sont leurs droits. Parce qu'il y a des tas de choses. Déjà, les adultes ne reconnaissent pas aux enfants des droits. Comment est-ce que les enfants peuvent connaître leurs droits? Parce que c'est à nous de leur enseigner quels sont leurs droits et en même temps leurs devoirs. Parce que c'est pas tout m'est dû, donc je fais ce que je veux. Mais derrière, il y a certaines choses que je dois faire. Si je demande à ce qu'on respecte mon espace de vie, je dois respecter aussi l'espace de vie des autres. Ces droits et ces devoirs, il faut vraiment
mettre en place des structures, leur apprendre ce genre de choses, intégrer le droit des enfants dans l'éducation scolaire, leur parler des grandes lignes pour que les enfants puissent s'en sortir dans la vie. Il y a quelques années, je me rappelle, il y avait des programmes pour enfants, que ce soit sur les radios nationales, comme sur les télévisions nationales. Il y avait des programmes pour enfants où les enfants pouvaient quand même s'exprimer, mais ça a disparu. Ben, je pense qu'il y a eu un relâchement. Il y a eu un vrai relâchement. Il y a les clubs d'enfants qui existaient avant. Qui ont aussi disparu. Hein. Oui, il y avait des projets de certaines organisations internationales qui permettaient à ce que les enfants puissent s'exprimer. Il y a des Vieux Radio avec Plan International. Oui. Ça aussi, ça a disparu. Mais ça existe dans certaines zones reculées. Mais ce n'est plus comme, mais ce n'est plus comme avant. Et donc, je pense qu'il faut revoir cet aspect, ramener un peu ces programmes-là sur les Est-ce que dans chaque structure aujourd'hui, on ne peut pas dire, je dis ça, je dis rien, on prend c'est Mix, hein, Mix Bayas ou Togocel, je ne sais pas quel nom leur les sociétés de téléphonie. Les sociétés de téléphonie. On leur dit par exemple sur ce que vous vendez, vous mettez un pourcentage de côté pour faire un programme enfant. On va le NATO, on va dans les différentes institutions. Je pense que quand on parle de lignes budgétaires, ça rentre dedans parce qu'il faut amener chaque organisation. Aujourd'hui, chaque société applique la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, ça veut dire que dans cette RSE-là, il faut intégrer la question de la protection de l'enfant, ce qui fait que les organisations seront vraiment engagées sur ce côté-là. Maintenant, sur les programmes, aujourd'hui au Togo, on a des CNE, des comités nationaux d'enfants qui regroupent des enfants et jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on a intégré dans le système, les jeunes sont intégrés parce que quand on dit jeunes, ce n'est pas seulement ceux qui ont un âge de 35 ans, parce qu'il faut dès 18 à 25 ans. Donc, il y a des CNE qui comportent des enfants et jeunes et qui permettent à ces enfants-là, des comités régionaux également qui existent, qui permettent à ces enfants-là de pouvoir s'exprimer, de discuter. Et il y a des parlements d'enfants aussi qui existent, mais sauf que toutes ces actions doivent être doivent avoir plus de visibilité. Oui. Parce qu'il y a un travail qui se fait, mais qui n'est pas assez connu, qui fait que les gens ne savent pas ce qui se fait vraiment. Donc, il faut revoir cet aspect au niveau de ces comités. Au-delà de ça, je pense qu'il y a eu un projet qui a été exécuté depuis quelque temps qui a amené certaines mairies à intégrer les enfants dans leur processus de budgétisation où c'est les bureaux citoyens. Les bureaux citoyens au niveau des communes, ce sont des bureaux qui ne sont pas composés que des enfants. On a des bureaux citoyens où le citoyen vient, pose des questions, discute pour voir par rapport au projet qui est exécuté dans sa commune. Donc, au niveau de ces bureaux citoyens, on a aussi pour les enfants qui existent. Ce qui fait que quand on veut adopter un projet, je connais ma commune. Moi, je suis à Zanguera. Je connais la commune de Zanguera. En tant qu'enfant, je vais à l'école. Est-ce que, par exemple, pour arriver à l'école, lorsqu'il pleut, ma voie est comment? Et donc, lors de l'adoption des budgets, quand j'arrive, lorsque les discussions se font, je dirais, il y a l'école, vous voulez refaire la peinture de l'école. Au lieu de refaire la peinture de l'école, revoyez la voie qui mène vers l'école pour nous. Vous voyez, en fait, c'est l'idée de la participation des enfants. Donc, il faut que tout cela se fasse. Mais c'est seulement quelques mairies qui ont adopté cela. Je sais qu'il y a une mairie de Sotobois, il y a quelques mairies au niveau de Lomé qui ont accepté, qui impliquent les enfants lorsqu'ils veulent faire des budgets. Ils le font vraiment? Oui, ils le font. Mais c'est grâce à un projet. Et donc, si ce projet-là finit, on ne connaît pas la suite. C'est pourquoi je dis juste quelques mairies. Donc, il y a aussi... Il va falloir accentuer, la sensibilisation et rendre visible également tout ce qui se fait. Parce qu'aujourd'hui, si on ne le fait pas, ça serait difficile que les enfants sachent ce qui se fait sur le terrain. Moi, par exemple, si je me suis engagée sur la question des enfants, des droits de l'enfant, c'est grâce au projet de Vieux Radio dans la région centrale. C'est ça qui m'a amené à m'intéresser, certes. Et chez les sœurs, il y avait une radio où on parlait, on venait, on faisait des émissions, mais c'est chrétien. C'est
c'est catholique. Mais c'est quand même la base. Mais c'était la base par rapport part. au micro. Oui. Mais après, il y a eu le projet des vieux radios qui est arrivé où il fallait prendre des jeunes qui s'intéressaient au micro et on est allé sur une radio privée de la région. Et c'est de là que moi, ma passion, d'abord pour le micro, a été accentuée parce que j'avais commencé avec... comment on dit, le complexe Assomption avec la radio catholique. Mais si aujourd'hui on arrive à multiplier ces projets, vous voyez combien d'enfants vont pouvoir s'exprimer. Exactement. Et dans nos familles, il faut qu'on mette en place des réunions parents-enfants. Honnêtement, vous allez écouter des choses si vous faites ça. C'est-à-dire que l'enfant sait que les dimanches, c'est réunion parents-enfants où on dit tout. À cœur ouvert. À cœur ouvert. Et on n'insulte pas. De représailles. Non. En fait, on dit tout, mais on ne corrige pas encore. On écoute. Quand vous instaurez cela, l'enfant va parler. Donc, quand l'enfant finit de parler, là, ok, d'accord, tu as dit ceci, voilà comme ça. Tu as dit cela, voilà ceci. Vous voyez, des réunions. Maintenant, des réunions de parents-enfants, c'est aussi la gestion de la maison. Ben, quand tu quittes, si l'enfant a sa chambre ou s'il n'a pas la chambre, ses habits, comment il lave, comment il entretient les choses. Quand il va à l'école, ce qui est dans le sac, là, quand il revient, qu'est-ce qui est perdu? On dit, ben toi, tu as commencé là, ça fait on a fini l'année, mais quand même, si c'est le début d'année, on regarde, on dit, ben, ça fait déjà 2 mois que vous avez repris les classes, mais tu as déjà perdu ton ensemble géométrique, tu as perdu tel nombre de bics. Lors de cette réunion, c'est ça que vous allez ressortir et vous allez faire les calculs. Tu dis, bon, voilà, ça fait tel montant déjà. Comme ça, et Edwige, les parents vont se dire, mais vous savez quand même qu'on dépense de l'argent pour payer tout ça. Je pense que c'est vrai que c'est des dépenses. C'est pour dire, quand vous faites ça, l'enfant me vous dit, ok, il faut noter. On a déjà changé 2, ça fait combien? Il faut noter. Il nous dit, fais les calculs. Tu dis, tu vois, on vient de dépenser 20 000. Ça fait 2 mois, on a dépensé déjà 20 000. Voilà. Oh, tu penses qu'on peut s'en sortir? Ou bien on va réduire ton petit déjeuner pour pouvoir faire... Là, l'enfant commence pas à réfléchir. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants n'ont pas la valeur de l'argent. Quand vous leur dites, j'ai dépensé 30 000 pour lui, bon, oui, mais en fait, quand on parle d'éducation, il faut en même temps impliquer le budget chez l'enfant. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui a atteint un âge, qui comprend déjà, qui sait que quand on te donne 100 francs, quand tu vas acheter à manger, tu vas acheter quelque chose à 50 francs, on te donne la monnaie de 50 francs. Vous voyez, déjà, quand vous commencez cela à la base, il a un petit cahier où il note cette dépense dedans. Je pense que l'enfant connaît la valeur de l'enfant, de l'argent. Mais quand vous ne le faites pas, ne venez pas crier sur l'enfant. Tu sais combien je dépense sur toi? Mais il ne sait pas. Lui ne sait pas parce qu'il ne comprend rien. Et puis de la même façon dont tu l'as dit, ou quand il fait des gaffes ou quand il gâte des choses et qu'on lui dit on va t'enlever de l'argent sur ton argent de poche, il faut quand même lui dire aussi que quand tu fais bien, tu seras récompensé. Par exemple, si tu as droit normalement à 500, voilà, on ajoute peut-être 100 francs dessus ou 150 et l'enfant... C'est toute une éducation. Voilà. Ou des sorties au parc. Il faut se consacrer à cet enfant. À la fin du premier trimestre, si je me rends compte, parce que c'est un contrat entre vous, si je me rends compte que tout ce qu'on a mis dans ton sac demeure, il n'y a pas quelque chose qui a disparu, voilà, on va au parc. On va au parc, c'est ton bonus, tu vois. Donc, si c'est comme ça, c'est-à-dire que l'enfant se dit, ben, si quelqu'un prend son bic, juste passe-moi ton bic rouge. Il finit, pardon, donne-moi mon bic s'assure de le récupérer. Parce qu'il sait que, bon, si ça disparaît, c'est pas que c'est fini. Si c'est fini, il revient vers le parent pour dire, mon bic rouge est fini, il remet ce qui est fini. Mais ça, à la fin, il a un cadeau. Il faut apprendre à l'enfant à faire des tâches et à être récompensé dès le début. Je pense que c'est un travail qui va être carrément refait depuis la base jusqu'au sommet parce que les enfants se plaignent énormément. Ils ont beaucoup à dire mais n'ont pas de créneau en fait pour véhiculer leur message. Aux parents également, je pense que cette éducation doit être retransmise. Pourquoi? Parce que l'éducation à l'africaine ne donne pas le flanc, ne permet pas à ce que l'enfant ait certains égarements. Mais il faut permettre à l'enfant aussi de faire ses erreurs pour pouvoir apprendre de cela. S'il ne tombe pas, s'il ne sait pas se relever après être tombé, comment est-ce qu'il aura une vie d'adulte? Il n'y a pas moyen.
ça devient extrêmement compliqué. C'est comme les parents qui, quand on prend l'exemple d'une jeune fille de 14-15 ans, on lui dit ne traîne pas avec les garçons et tout, mais le cadre est tellement strict que l'enfant ne peut même pas avoir des amis garçons. Mais quand cette fille va atteindre l'âge de 25 ans, on lui demande... Viens nous présenter un petit copain. Alors Mais que voilà. la discussion n'a pas été ouverte plus tôt. Exactement. Donc, comment est-ce qu'on s'en sort? Donc, l'éducation a besoin même d'être refaite au niveau des parents. Vraiment, il faut que les parents ne reproduisent pas leur propre traumatisme. Bon, c'est la façon dont on m'a éduqué, ça a fonctionné pour moi, donc automatiquement, on prend les enfants, les garçons, les filles, peu importe le caractère, qu'on soit bipolaire ou... Enfin, allez, tout le monde, on frappe tout le monde, Ouais. on donne des cadres très stricts. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas vraiment le faire. Il va falloir apprendre. Le système de récompense chez nous, si tu fais mal, on te punit, mais si tu fais bien, de toute façon, tu es censé faire bien. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu attends en retour? Tu fais bien, hein? Ok, d'accord, tu as bien fait. Si tu fais mal, à chaque fois on crie sur toi, mais si tu fais bien, il n'y aura même pas un petit compliment pour dire vraiment tu t'en es bien sorti ce mois-ci. Et à l'école, quand tu es premier de ta classe, bon, d'accord, tu es récompense. premier. Non, je veux dire, dans la plupart des maisons, tu es premier et puis je t'envoie à l'école, c'est pour réussir. Oh là Mais là. le trimestre qui va suivre, quand tu vas venir avec 20e sur 25 élèves, là, tu vas comprendre ton mal. Donc, il faut vraiment que les parents travaillent sur eux-mêmes. Il faut qu'ils connaissent les droits de leurs enfants, qu'ils connaissent aussi leurs devoirs vis-à-vis de ces enfants. Parce que dans l'histoire, ce n'est pas que les droits des adultes qui priment, mais ils doivent savoir que leurs enfants, même s'ils sont petits, ils ont aussi leurs droits pour ne pas empiéter sur leur espace. Un enfant dont le droit a été brimé toute sa vie, ça a forcément des conséquences, n'est-ce pas? Forcément. Il y a des conséquences sur l'estime de soi. Vous voyez des personnes adultes à un moment donné qui manquent cruellement de confiance et vous vous N'arrive demandez... pas à mais- s'affirmer dans la société. Oui, vous vous demandez, mais ce monsieur, Il vient d'où? il a 40 ans, mais il n'a pas confiance en lui. Quand il veut faire quelque chose, il a besoin de l'approbation d'une autre personne. C'est Ouais. quelqu'un lui dise, oui, c'est bon. Tu te rends compte que c'est Ça un vient monsieur qui est... de très loin. Oui, ça en vient de fait. très loin, en fait. Une personne qui est fermée, une personne qui n'arrive pas à s'exprimer, même dans les réunions, il ne peut pas son projet, venir présenter le Bloqué. projet, c'est difficile. Parce qu'il n'a pas eu ces occasions de discussion en famille. Tout ce qu'on lui dit, toi, tu as fini de manger? Je Va- pense que va. je commence par cerner beaucoup de choses Ah. dans nos discussions là. Je comprends, oui, parce que vous rencontrez certains hommes, vous dites, mais lui, quand même. Oui, C'est-à-dire, oui. la personne présente Vous le voyez, un aspect, oui, mais c'est- derrière, derrière, c'est une... on dirait un petit enfant en fait. Oui, donc c'est-à-dire, tout ce qu'on dit à l'enfant, c'est que toi, comme elle le disait, toi, ben, tu as fini de manger, d'accord, va prendre tes cahiers. Tu vois, Y a va pas autre prendre tes chose à cahiers. faire. Et quand vous arrivez, l'enfant est en train de jouer, mais les cahiers sont à côté, il prend quelques coups et puis, Vite fait. j'ai dit d'apprendre. Donc, tout Ça, ça, ça aussi. C'est militaire. Non, attendez, je me demande, est-ce que dans la société togolaise, il n'y a pas autre chose à part les cahiers? non, en fait, c'est parce que dans nos familles, on n'a pas mis en place des programmes. Oh. Aujourd'hui, quand vous avez des enfants, quand vous savez que votre enfant est en classe de 4e, vous connaissez comment on dit, programme l'emploi de du sa temps, classe, oui. l'emploi du temps de votre enfant. Mhm. Ou pour tous les enfants, je ne vais pas prendre juste un exemple. Pour tous les enfants, vous connaissez l'emploi du temps de votre enfant. Vous savez quand ils finissent, quand ils rentrent. Et donc, au cours de la semaine, des jours ouvrables, il faut savoir qu'est-ce que l'enfant fait. C'est-à-dire les jours ouvrables, parce qu'il finit il rentre Il est par à telle exemple. heure, qu'est-ce qu'il fait? S'ils finissent, il y a certains qui vont jusqu'à 17h, il y a certains qui s'arrêtent à 15h, d'autres à 14h. Donc, si c'est à 14h, quand l'enfant rentre, il faut manger, se reposer, un temps de récupération. Maintenant, à 16h, déjà il a eu 2 heures. Est-ce que la récupération finit à 16h? Après 16h, qu'est-ce que l'enfant Qu'est-ce fait? qu'il doit faire? Tu dois programmer cela. À quelle heure il révise et il va au lit? Tu dois programmer cela. À quelle heure il aide la famille, même si c'est un jour ouvrable? Il peut faire quelques travaux, juste peut-être son rôle pour les jours ouvrables. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Quand vous finissez de manger, tu débarrasses la table. Oui. Lui, c'est son rôle. Il sait qu'au cours de la semaine où je vais à l'école, quand on finit de manger, je ne peux pas me lever comme ça et partir. Je dois débarrasser la table.
C'est un peu ça. Maintenant, si pour l'autre, c'est de nettoyer la maison, il sait que le matin, je dois nettoyer la maison. La chambre, en fait. Il y a, si vous avez plusieurs enfants, un qui nettoie la chambre, là, il balaye. L'autre qui balaye le dehors. L'autre qui lave les assiettes. C'est-à-dire, chacun a ses responsabilités. Et c'est bien occupé, en fait. Et maintenant, le week-end, il faut mettre en place des temps de distraction. Même les jours ouvrables, il faut avoir des temps de distraction. Oui. Il faut avoir d'autres jeux. Il y a des jeux ludiques qui vont permettre à l'enfant d'être éveillé. Il y a le Scrabble, il y a le Ludo, il y a plusieurs jeux. Je pense qu'on peut déjà donner comme exemple ce qu'on nous fait à l'école. On a un emploi du temps à l'école. À la maison, on peut avoir aussi l'emploi du temps. Il faut avoir, moi je conseille aux parents, il faut avoir un petit tableau. Au-delà du tableau que les enfants ont pour apprendre, il faut avoir un petit tableau. Si vous avez 2 enfants, vous mettez leur nom là-bas. Ouais. C'est-à-dire, vous mettez le nom et vous tracez le tableau. Lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Chacun sait ce qu'il fait. Vous allez voir ce qui va changer dans votre maison. Vous allez voir, même en étant absent, ce tableau sera respecté. Parce que l'enfant sait que j'ai mon temps de jeu, de foot. Exactement. Il n'y a pas d'interdiction. Je peux aller jouer au foot. Si les amis jouent, au moment où l'enfant sait que je dois travailler et les amis sont en train de jouer au foot, on dit viens, Edwige, viens, on va jouer. Non, c'est pas aujourd'hui, je joue. Voilà. Aujourd'hui, je dois apprendre. Donc, les amis savent que Edwige, là, elle, pour jouer au foot, c'est vendredi. Il faut que ce soit vendredi. C'est vendredi voilà. à 14h. Donc, si vous voulez que je sois avec vous, vendredi à 14h, on sera ensemble. Vous voyez, c'est très important en fait. Mais aujourd'hui, les enfants sont très éveillés. Et déjà, dès que vous leur donnez ce petit emploi du temps, eux-mêmes vont tellement s'accommoder que par la suite, vous serez étonné du résultat. Oui, c'est très important. Je ne sais pas les enfants qui vous entourent, mais moi, mes neveux, mes nièces et tout, à une certaine heure, on te dit, mais attends, on a fait ça pendant ce temps déjà. Est-ce que c'est pas... C'est pas mieux, on va se... Parce que, en fait, pour nous, on se dit... L'enfant, c'est un être inachevé. Attends, oui, parce qu'on se dit, un pochion. Oui, je suis désolée. Je suis désolée, mais c'est ce qu'on se dit. Et puis aujourd'hui, on ne met plus au monde des enfants. Ce sont nos grands-parents qui reviennent. Vous dites que c'est un être inachevé. Il t'a dit qu'il ne réfléchit pas. Quand l'enfant est en train, on dit, tu ne prends pas le bonbon. Parce que c'est dangereux pour tes dents. Peut-être qu'il a des problèmes de dents. Quand il mange le bonbon, tu arrives là. Un être inachevé qui mange le bonbon et il te voit, il enlève, il met comme ça. Il cache. C'est un être inachevé, ça. Il sait que tu lui as dit, le bonbon n'est pas bon pour tes dents actuellement. Parce que tes dents ont des problèmes. Donc tes dents doivent respirer un peu. Mais il mange et puis voit maman, il enlève. Oui, il cache sous la langue. Tu lui demandes, pourquoi tu caches ça? Mes dents ont des problèmes. Mais c'est pas un être inachevé. L'enfant comprend. Donc déjà, par rapport à ce manque de discussion, de dialogue dans la famille, quand on a parlé de l'estime de soi, il y a la peur qui fait que certains adultes, vous allez être étonnés. Le monsieur, il est là, ou la dame, elle est assise, vous faites quelque chose, la personne tremble. C'est vrai. Quand vous entendez parler, j'ai l'impression que vous avez un exemple précis dans la tête. C'est vrai en plus. Il y en a plein comme ça. C'est-à-dire que la personne est en train de travailler. Et puis d'un coup, elle entend un bruit, elle sursaute. Oh là là. C'est-à-dire c'est tout ce qui a entourné son nom. C'est un traumatisme. Et il y a des personnes qui deviennent tellement violents parce que leurs parents ont été tellement agressifs et violents. Ils ne connaissent pas autre chose. Lui, ce qu'il connaît, c'est la violence. C'est-à-dire pour te corriger, c'est la violence. Et donc, si par exemple, il est marié et que la femme fait quelque chose qui n'est pas bien, ce qu'il connaît, c'est la violence. Pour te corriger, c'est ça. Action. Réaction. Lui ne connaît pas autre chose que discussion. C'est vraiment dommage, tu vois, donc c'est qu'il faut revoir tous ces aspects. Parce que ce que tu es en train de faire avec ton enfant aujourd'hui, il faut savoir que c'est cet enfant-là que tu es en train de créer. C'est clair. C'est lui que tu vas avoir. Vous savez, alors, pendant longtemps, je pensais que les parents africains, ils manquaient d'amour. Par rapport à la façon dont ils éduquent. C'est pas qu'ils en manquent réellement d'amour. Ils en manquent, mais... À un certain moment, je me suis rendu compte qu'il y a des nuances. Il y a des parents qui aiment vraiment leurs enfants, mais ils ne savent pas leur témoigner cet amour. Ils ne savent pas leur donner un espace de vie épanouissant. Donc après, on leur demande, ils vont dire, mais c'est comme ça qu'on éduque un enfant. Ils sont figés dans cette mentalité où c'est comme ça que alors, Délivrance, nous sommes presque à la fin de cette émission. Comment est-ce qu'on peut remédier à cela? Qu'est-ce qu'on peut créer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui comme innovation pour permettre quand même de valoriser ce que disent ces enfants, leur permettre quand même d'avoir le droit à la parole dans notre société togolaise?
Je pense qu'il faut y avoir plus d'associations qui se consacrent aux droits des enfants. Il faut parler du droit des enfants à l'école, parce que malheureusement, ce n'est pas tous les enfants qui ont accès à l'école, mais quand même une grande partie des enfants vont à l'école. Donc, il faut leur parler de leurs droits, il faut leur apprendre à s'exprimer. Maintenant, il faut créer un cadre de vie sûr à la maison. Parce que la base de la société, c'est la cellule familiale. Il faut absolument que les parents, dans leur maison, créent des environnements propices pour la discussion, que les enfants puissent savoir qu'ils ont le droit de s'exprimer. S'ils peuvent s'exprimer à la maison, ils auront plus tendance à l'extérieur, par exemple, quand quelqu'un a un geste déplacé, ou c'est juste pour donner un exemple, à lui taper sur les doigts. Si on ne lui apprend pas à réagir quand on lui marche sur les pieds, il va se laisser marcher sur les pieds partout où il ira. En fait, Donc, tout va partir de la cellule familiale. Il faut vraiment faire un travail au sein de la cellule familiale et ensuite aux associations, à l'école et tout ça. Et bon, ça devrait En tant que média, on fait déjà un gros boulot, Edwige, mais il faudra encore faire plus, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut créer encore des programmes, des émissions et inclure la participation des enfants pour qu'ils comprennent déjà ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Permettre aux enfants d'animer des émissions, parce que si les enfants animent des émissions en recevant des adultes, l'enfant apprend à aborder une personne adulte, c'est très intéressant, ça. apprend à défendre également des projets, parce que l'enfant vient sur un plateau pour parler d'un thème, pour recevoir un adulte pour parler d'un thème. Donc déjà, il sait comment on débat, on défend un projet. Et lorsqu'il y a des programmes à l'Assemblée ou dans les communes, moi je parle plus des communes parce que c'est les communes base. Normalement qui sont à la base, les enfants peuvent aller très facilement s'exprimer, parler de ce qu'ils ressentent, de leurs besoins, que la participation des enfants au niveau de nos institutions ne soit pas pour la figuration, pour qu'on dise, quand vous avez dit qu'ils doivent participer, ils sont participent. Là. Ils sont là. Ah non. Il faut les insérer dans tous les programmes. Il faut les insérer dans tous les programmes. Ils le font, mais juste pour la figuration. Mais ici, que vraiment on sente qu'ils sont concernés, ils sont écoutés. Maintenant, au-delà de ça, au niveau de nos familles, des parents, il faut créer des cellules, des temps de réunion de famille. Quand on dit réunion de famille, que ça ne soit pas vos réunions que vous faites entre adultes. C'est seulement les adultes qui parlent. Que dans votre famille, qu'on sache que non, il y a les réunions où tout le monde se retrouve là. C'est la réunion de famille. Maintenant, il y a réunion de famille chez Apedo. C'est-à-dire, chez Apedo, là, quand tu viens là, dimanche, il y a réunion de famille à 14h. Donc, les enfants savent qu'à 14h, nous on fait réunion. Donc, déjà, ils réfléchissent pour voir qu'est-ce que je dois encore dire. Et venir vous débattre et tout ça. Après ça, vous pouvez finir ces réunions-là avec un petit repas ou une petite série. Et puis, maintenant, au niveau des enseignants, il faut que les enseignants ici permettent aux enfants de s'exprimer. Parce qu'à l'école, il y a certains enfants qui ont appris à fermer leur bouche juste à cause de la réaction des enseignants. Parce que l'enfant, quand il se lève pour parler, quand il ouvre sa bouche, il dit quelque chose, la manière dont l'enseignant réagit, il retoque, les camarades commencent par se moquer de l'enfant. Et donc, il choisit de ne plus parler. Quelle que soit la question, il est assis, il regarde. Parce qu'il se dit, il connaît la réponse, il dit, mais si je parle maintenant, est-ce qu'on ne va pas se moquer de moi? Donc, il faut instaurer un dialogue. Il faut revoir l'enseignement à l'école. C'est-à-dire, c'est la réaction que tu as en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant, qui fait que tes enfants... je dis, oui, c'est tes enfants, parce que c'est à l'école. Tes élèves, quand tu arrives, ils sont heureux. D'accord. Moi, quand j'étais en troisième, là, le monsieur de mathématiques, quand il arrive, moi, je suis comme... C'est la joie. Non, mais la joie. En colère même. Donc, il faut revoir tout ça pour permettre aux enfants de mieux s'exprimer, parce qu'on ne veut pas les voir dans la rue. On ne veut pas les voir dans les histoires de braquage, dans la délinquance. Aujourd'hui, il y a le terrorisme qui sont là, les enfants soldats. C'est beaucoup de choses qui envoient les enfants dans Je pense que les meilleures choses qui arrivent viennent des enfants. La preuve, quand un enfant arrive dans une famille, c'est la joie totale, c'est l'épanouissement. Tout change en fait dans cette maison. Alors, je pense que à votre niveau, chacun, vous allez devoir faire un changement de mentalité et aussi de pratique, de bonnes pratiques pour permettre à ces enfants d'avoir un tant soit peu la parole et aussi le droit à leur espace dans chaque maison. Délivrance, mot de la fin rapidement en 30 secondes. Oui, voilà, il faut faire un changement de mentalité, travailler sur vous les adultes. Il faut vraiment que nos enfants, c'est la société de demain. Donc, il faut commencer à faire des changements maintenant pour que nous ayons une société plus juste et meilleure demain. Exactement, Edwige.
Un enfant écouté aujourd'hui, c'est un adulte équilibré demain. Absolument. D'accord, voilà qui est dit. C'est tout dit. Vous avez des rêves, vous en avez pour vos enfants aussi. Permettez-leur quand même de réaliser ces rêves. Fini pour la balade matinale de ce jour. On va se retrouver mercredi à partir de 8h pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Agréable semaine à tous et à chacun et à tous les enfants de rue. Le bonheur est possible. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.